Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast des idées et des ailes. Je suis Anouchka Debian. Et moi, Yasmine Benzidan, et nous serons vos animatrices pour cet épisode du podcast des idées et des ailes. Cet épisode est le premier de notre série en 2 parties où l'on s'entretient avec des penseuses et des penseurs qui requestionnent notre rapport aux déchets. Nous avons la chance d'accueillir dans ce premier épisode Dr Blandine Olive Chamou, dont la thèse de doctorat a pour titre « La ville éducatrice à l'épreuve de l'écocivisme, la gestion des déchets comme repère d'indices ». Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette thématique avec Simon Paré-Poupard, auteur du livre à succès Ordures, qui retrace son expérience en tant que vidangeur. Aujourd'hui, dans cet épisode, la docteure Blandine Olive Chamou nous raconte son parcours en tant que citoyenne et chercheuse. Elle nous explique l'importance de questionner notre rapport aux déchets pour un avenir plus durable. On vous souhaite une belle écoute. Merci Blandine de nous rencontrer aujourd'hui. Donc, tu es docteur en sciences de l'éducation, intervenante à l'Université populaire de Montréal et passionnée par un sujet qu'on essaie de maintenir tant bien que mal sous le couvercle des poubelles et en arrière de nos ruelles, les déchets. Militante d'origine camerounaise, tu as fait tes études en France avant d'obtenir cette année un post-doctorat au Centraire, le centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM, pour le compte de l'Université de Corse en France. Tu t'interroges sur la persistance et la banalisation du littering, donc le jet de déchets sauvages dans l'espace public. Pourquoi est-ce que tu as choisi de dédier ta recherche à l'éducation, à la gestion des déchets ? Déjà, j'ai le sentiment de n'avoir pas choisi de le faire. S'il y avait des gens qui faisaient de la recherche sur ce sujet-là, je ne l'aurais probablement pas faite, la recherche. Je l'ai faite parce que il n'y a pas de recherche dans ce domaine-là. Et je me suis dit, ayant compris déjà par mes voyages que c'était une très bonne chose, c'était une richesse. Une population qui gère bien ses déchets est riche de ce comportement-là. Et moi, je voulais que les populations de chez moi aient ce comportement-là. Moi, ne sachant pas comment faire, et ayant constaté qu'il n'y a pas de recherche dans ce domaine, je me suis retrouvée à faire de la recherche dans ce domaine simplement parce qu'il n'y a personne. Déjà, le littering, j'ai cherché longtemps l'équivalence en français parce que je suis un peu francophile. Et je n'ai pas trouvé, parfois on dit détritus, mais ce n'est pas tout à fait ça. Parfois on dit déchets sauvages, ce n'est pas tout à fait ça, parce que dans déchets sauvages, il y a dépôt sauvage. Et le littering n'est pas le dépôt sauvage, parce que le dépôt sauvage, c'est quelque chose de réfléchi. La personne décide d'aller déposer quelque part un déchet qui ne devrait pas être là. Et en ce qui concerne le littering, c'est plutôt le déchet sauvage diffus. Là, par contre, déchets sauvages diffus, ça se rapproche plus de l'explication de la question du littering, qui est le fait d'abandonner les déchets graduellement. C'est l'emballage de quelque chose que tu jettes au fil de la consommation, par exemple. Là, c'est le littering. C'est le réflexe de non-poubelle, ou le non-réflexe de la poubelle, si on veut. Donc, je me suis attachée à cette question parce que, une fois de plus, il n'y a pas de recherche dans ce sens-là. Il y a des recherches, oui, en sciences dures pour définir, pour dire que oui, dans la mer, il y a telle quantité, il y a beaucoup de déchets par terre. Et il y a eu des recherches aussi en psychologie sociale sur le littering. Déjà, il y a eu des recherches en 1972 notamment pour voir comment est-ce qu'on peut, avec par exemple la consigne, faire amener les déchets que les gens ne jettent pas. Ça, c'est des recherches qui ont eu lieu aux États-Unis en psychologie sociale. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de recherche, c'est plutôt en sciences et éducation. Parce qu'en sciences et éducation, c'est là où on prétend accompagner le mouvement éducatif. C'est parti d'un état à un autre. Ce n'est pas des petites incitations. Et puis, les sciences d'éducation ne s'attachent pas au comportement. Le comportement est le résultat d'une éducation et non l'objectif d'une incitation. Donc, en sciences d'éducation,
il n'y a pas de recherche, je peux le dire aujourd'hui, j'ai cherché pendant ma thèse, je n'ai pas trouvé, qui travaille sur la question de l'éducation à la gestion des déchets. Et je n'ai pas trouvé de chercheurs qui travaillent sur la question des déchets sauvages diffus, qui sont le littering. Dans quel environnement est-ce que tu as grandi et est-ce que ça a influencé ta recherche? Je n'ai pas connu la poubelle avant 11 ans parce que quand je suis née, on jetait les déchets directement dans la rigole qui passait à côté. Donc, du coup, on n'avait même pas de poubelle. La barrière, ça tombe de l'autre côté. Et quand on déménage parce qu'on est trop inondé, parce que ça nous revenait dans le truc, on change de maison. Et quand on change de maison, j'ai pour mission de me débarrasser des déchets de la famille, de trouver un endroit où m'en débarrasser parce que la collecte municipale ne passait pas chez nous. Nous, on était dans un moins raviné, mais quand même raviné encore. Et il n'y avait pas de dispositif pour nous pour prendre nos déchets. Et du coup, il fallait trouver des espaces vides, des endroits en chantier. Et quand il pleuvait, waouh, la classe, on courait, on sortait les poubelles pour jeter à l'eau. J'avais cette mission-là de me débarrasser des déchets de la famille. Donc, moi, je l'ai conçu comme ça, comme quelque chose dont on n'a plus besoin et dont on s'en débarrasse. Et je l'ai conçu comme ça parce que la société aussi l'a conçu comme ça. Tu vois, dans l'éducation de nos enfants, on dit qu'un enfant est propre quand il s'éloigne des déchets, de ses selles, quand il est propre, on lui apprend même, non, laisse ça, laisse, on lui apprend à rejeter le déchet. Donc, j'ai été éduquée comme ça, moi aussi. Et dans mon processus d'éducation et dans mon processus de recherche, d'analyse, je me suis dit que la façon dont on nous a éduqués, c'est ça qui fait que ce n'est pas seulement le rejet, c'est une ségrégation. Parce que la séparation, c'est une chose. C'est-à-dire, pour bien s'occuper des déchets, il faut séparer. C'est sûr. Quand les déchets sont mélangés, ça devient des ordures. C'est-à-dire, si tu prends, tu mélanges des déchets, tu as créé des ordures. Mais quand tu les sépares, tu les gardes en déchets. C'est pour ça qu'on peut dire le déchet de banane, on peut désigner la nature des déchets. Mais l'ordure, on ne désigne pas la nature de l'ordure parce que soit c'est souillé, quand souillé, ça veut dire qu'il y a la saleté, il y a la boue dessus, ça devient les ordures. Donc, la séparation est normale. Mais la ségrégation, c'est-à-dire le mauvais traitement que notre société permet pour les déchets, ce n'est pas bon. Et je me suis posé la question, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est justement notre rapport qu'il faut questionner. Et étant donné que le déchet, c'est le produit d'une activité, ça veut dire que le déchet a participé à l'activité. Et maintenant, à la fin, c'est plutôt la fin de contrat qui pose problème en fait. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, il y avait un slogan dont je comprends moi-même plus la portée au fur et à mesure parce que je l'avais écrite qui s'appelle « Nos déchets ont de la valeur, évitons de les transformer en ordures ». Et je voudrais donc proposer un changement de paradigme en fait, de fondement. J'aimerais proposer ce changement de paradigme en disant le déchet, c'est quelque chose qui est issu d'une activité que l'on a faite ou qu'on a pensé qu'on allait faire. Parce que je peux acheter la banane, je pense que je vais la manger et puis je ne mange pas. La banane se gâte, je ne vais plus la manger. Il n'y a pas eu activité. Mais j'ai pensé que je voulais le faire. Mais c'est moi qui ai décidé de penser que je vais manger la banane. Elle a la valeur, quoi. Je veux dire, elle est valeureuse parce qu'on l'a introduite dans notre activité. Et elle a participé à ce que l'activité ait lieu. Et à la fin de l'activité, elle a encore la valeur parce que ça peut se transformer en compost. Donc, mon déchet, il a de la valeur. Comme partenaire qu'il a été, et il peut devenir quelque chose. Donc, mon déchet a la valeur, il faut que j'évite de le transformer en ordure. Parce que c'est vraiment une question éthique. Éthiquement, que faisons-nous de celui qui nous a servi, avec lequel on a été? C'est ça que je propose maintenant comme paradigme du rapport que nous devrions avoir et enseigner aux générations futures
par rapport à leur propre production de déchets. Donc, en fait, qu'est-ce que tu as appris dans ton étude en sciences de l'éducation sur la manière de motiver les gens à bien gérer leurs déchets sans les décourager? Sur la question des déchets, comme il n'y a pas eu d'études dessus, en sciences de l'éducation, je le rappelle, on se retrouve avec beaucoup d'incohérences, avec des démarches non pédagogiques, non didacticielles. C'est un no man's land, si on veut. Donc, parler des déchets, c'est déjà savoir qu'est-ce que la personne fait maintenant. Voilà. Où est-ce qu'elle en est? De qui on parle? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et en fonction de ce qu'elle fait maintenant, on peut donc l'accompagner, je dis bien l'accompagner, à atteindre le stade supérieur. Et pour quelqu'un qui jette systématiquement ses déchets par terre, le stade supérieur serait de jeter dans une poubelle, pas dans 2 poubelles. Parce que dans 2 poubelles, c'est déjà trié. C'est comme si on disait aux gens, c'est très important l'écriture, savoir lire et écrire. Mais au lieu d'apprendre les lettres aux gens, on leur apprend les phrases. Et ce qui se passe, c'est que les gens décrochent. Et c'est normal. C'est plus facile de ne rien faire que de tenter de faire quoi que ce soit. Parce que ce qu'on attend des gens, c'est trop loin. J'ai parlé un peu de mon expérience, juste de ce que je connais de quand je partais en Algérie, qui est mon pays natal, et puis la relation, comme tu dis, aux déchets est très différente. Puis je n'imaginerais pas partir là-bas et dire aux gens, mais il faut faire le recyclage. Bon, on marie au visage, on l'a déjà fait. Et parce que justement, on n'a même pas encore les poubelles dans les rues, ou du moins le ramassage n'est pas fréquent et pas bien organisé. Déjà, ce qu'on demandait de faire du recyclage, ça serait comme justement, lire une phrase en savoir les lettres. Tout à fait. J'ai accompagné, j'ai participé à la formation des ambassadeurs de tri en 2016. Les premiers ambassadeurs de tri formés à la ville de Paris sur la question des déchets. Et quand j'ai discuté justement par rapport à la question en disant vous allez demander le tri à tout le monde, alors que tout le monde n'est pas prêt à finir, ce n'est pas l'étape suivante pour elle. J'ai dit oui, mais attends, est-ce que vous allez de la même façon en fonction des immeubles où vous allez? Il me dit ah oui, c'est vrai, hein? Une fois on est allé dans une copropriété, c'était tellement sale qu'on est parti. J'ai dit ah, vous avez vu? Vous avez vu qu'il y a des étapes, en fait. C'était tellement sale qu'ils sont partis parce qu'ils savaient que demander à ces personnes de trier, ils le percevaient comme une intuition. Il y a des endroits où on sent que ce n'est pas la peine de leur parler de tri. Effectivement, je parle du littering en observant les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est visible. Le littering, même, n'est visible que dans un système de collecte des déchets, en fait. Ça se voit en bordure d'autoroute. Quand les gens jettent, en fait, quand tu vois des déchets là, tu sais qu'il y a un problème à ce moment-là. Donc, dans les pays comme les nôtres, c'est un peu plus compliqué de voir. Ça ne veut pas dire que les gens de nos pays ne sont pas prêts pour le tri. Non. Ça ne veut pas dire non plus qu'ici en Occident, les gens sont prêts pour le tri. Non. Puisque l'exemple que je donnais tantôt se passe bien en Occident où ils sont arrivés dans des barres d'immeubles, ils ont dit que non, ce n'est pas la peine d'aller taper aux portes parce que c'est sale partout. Mais justement, ton engagement va bien au-delà de la recherche. C'est aussi sur le terrain que commence ta recherche, mais aussi que tes actions se manifestent. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Je dois dire que je me suis questionnée. Je suis née au Cameroun, j'étais une littéreuse normale. J'ai jeté mes déchets par terre, dans l'espace public, dans la rigole, partout. Je le faisais disparaître. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute que je le faisais normalement, comme tout le monde le faisait, jusqu'à ce que je parte au Nigeria, et que je vois que là-bas, ils se comportaient un peu mieux à cette époque-là. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était une décision militaire pour amener les gens à se comporter comme j'avais vu à cette époque-là, parce qu'après ça s'est lâché, parce que la différence entre des pressions qu'on pourrait faire et l'éducation, c'est que quand la pression part, le comportement revient, alors que l'éducation, c'est intérioriser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux moyens que l'on utilise pour obtenir le comportement.
Il ne faut pas cibler le comportement comme étant l'objectif. Non, le comportement, c'est l'indice. Donc, quand j'ai vu, j'ai vu ça au Nigeria, je suis rentrée au Cameroun, je me suis dit, oh, il faut qu'on fasse ça. Et puis, c'est là où j'ouvre les yeux. Moi-même, je me rends compte que ça ne se fait pas. Et quand je vais en Suisse, en 98, 99, 2000 et 2001, pour moi, au départ, c'est normal. C'est le pays des Blancs. C'est les Blancs. C'est dans leur nature. Ils sont propres. Nous, on n'est pas propres. On est ça. On le voit à la télé. De mon Afrique, on a comme une fenêtre sur l'Occident. Pour moi, c'était normal au départ, quand je suis dans mon premier séjour et même mon deuxième séjour, je pense. Jusqu'à ce que je me rende compte, que les enfants savaient comment faire. Je me suis dit, mais attends, je veux bien comprendre, parce qu'en Afrique, souvent, dans mon Afrique à moi, dans mon expérience à moi, les adultes savent les choses. Mais les enfants, ils ne savent pas. Normalement, ils ne devraient pas savoir. Mais quand je voyais un enfant me dire non, l'opercule de la boîte de yaourt, c'est l'alu, faussé par, je dis, mais attends, mais toi, comment tu connais ça, toi? C'est même un affront pour moi, adulte, qu'un enfant me dise que... Je lui dis, il dit, il n'a pas dit qu'on apprend ça à l'école, il dit qu'on fait ça à l'école. Ça m'avait d'abord marqué. Qu'un enfant en Suisse me dise qu'il fait quelque chose à l'école. Il n'a pas appris, il fait. Et c'est ça qui m'a... Je me suis dit, s'ils ont acquis ce comportement, ça veut dire que nous aussi, on peut l'acquérir. Donc, et du coup, quand j'ai pensé comme ça, je suis allée au Cameroun. Quand je suis retournée au Cameroun en 2001, j'ai décidé de faire des actions, de mener des actions. En 2001, je suis tombée, il y a le maire de ma ville, il m'appelait délégué du gouvernement de ma ville. Je suis allée dans son bureau et je lui ai expliqué. Il me dit, ah oui, ah, ce que tu dis, c'est bien. Parce que qu'est-ce que je disais? Je disais, vraiment, en Suisse, j'ai vu qu'ils recyclaient beaucoup de choses, notamment le papier. Est-ce que vous savez que, c'est ce que je disais au délégué, est-ce que vous savez que le papier s'est recyclé 9 fois? Mais c'est normal qu'ils continuent à être riches et nous pauvres. Parce que nous, on utilise le papier maximum 2 fois. Alors, 2 fois, la deuxième fois, c'est pour emballer des beignets. C'est pour emballer des beignets ou je ne sais pas quoi. Mais eux, ils l'utilisent 9 fois. Et dans les 9 fois dans cette utilisation, ils ont toujours des gains. Parce qu'entre passer de l'arbre au papier et passer du papier au papier, de passer papier, c'est moins cher. Donc, je lui disais, on peut demander aux gens, c'est quand même un outil que tout le monde utilise, le papier. Donc, tout le monde a utilisé le papier à l'école et tout, et on pourrait, à l'école, amener les gens à trier du papier. Le monsieur me dit, ah oui, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée ce que vous faites là. Et il tire le tiroir, il sort l'argent, il met sur la table, il me demande d'aller le faire. Je n'étais pas venue le voir pour ça, moi. J'étais venue pour parler, pour dire ce que j'ai vu. Ensuite, je ne suis pas venue pour agir. Je suis venue pour demander comment on fait. Non, le monsieur m'a donné l'argent et il dit, faut aller faire ce que tu dis que tu veux faire là. Je suis allée à l'école, je suis allée dans mon école, où j'ai fait passer ma scolarité primaire. Tout le monde était d'accord pour mettre le papier de côté pour le vendre ou le donner à l'entreprise. Ils sont d'accord, mais à la fin, les poubelles que j'avais apportées, il n'y avait pas de papier dedans. Ou alors, s'il y avait du papier dedans, c'était mélangé avec du sable, c'était une poubelle. Et il y avait même plus de déchets en dehors de la poubelle que dans la poubelle, en fait. Bien que le dispositif était là physiquement. Tout à fait. Socialement, c'était pas inscrit dans les habitudes. Oui, le dispositif ne sert pas si les gens ne sont pas... Ça, je ne le savais pas. Je n'avais jamais fait l'université, je n'avais rien fait du tout. Je n'avais jamais mis les pieds, je n'avais jamais rien lu de quoi que ce soit. Et je me retrouvais avec ça dans la figure, sans comprendre, en fait. Et le jour où j'ai compris que là, c'était mort, qu'il n'y avait rien à faire, c'est quand j'arrive, la poubelle que j'avais, de 50 litres qui avait été achetée, était retournée par les enfants. Ils l'avaient vidée, était retournée. Ça leur servait de filet pour jouer au foot. Et pour être sûr que le ballon a entré dans le petit goal là, ils mettaient les 2 poubelles de côté. C'était l'objet, en fait. C'est quelque chose, leur comportement, c'est une réalité. Donc maintenant, si ça ne marche pas, c'est que ce que j'ai apporté n'est pas adapté à la réalité là. La recherche que j'ai faite, c'est pour ce terrain-là, en fait.
Donc, du coup, c'est pas, je ne choisis pas. C'est venu tout naturellement. J'ai vu sur le terrain que ça se passait bien ailleurs. J'ai vu et compris sur le terrain que là où ça se passait, c'était une construction sociale. Et je viens dans mon pays pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de parler avec une autorité, pour qu'ensemble, ils disent, va voir telle personne pour discuter. Personne ne m'a confié. Personne. Il m'a juste donné l'argent, il m'a dit, va te débrouiller sur le terrain. Il m'a renvoyé sur le terrain. Donc, je vais sur le terrain pour vouloir faire quelque chose. Rien ne bouge. Donc, et parce que ça ne bougeait pas, j'ai eu la chance de faire des études, parce que c'est d'aller en France pour faire des études dans ce sens-là, pour comprendre. Donc, c'est le terrain qui est le point de départ, le point d'arrivée de ce que je fais, en fait. Tu as fait des recherches dans pas mal de pays. Est-ce que ça t'a aidé de comparer les lieux ou les quartiers d'une ville ou comparer les pays entre eux? Et ça me fait penser, est-ce que justement le nettoyage aurait un rôle à jouer dans cette perception de la propreté? On base la propreté parce qu'on a nettoyé. Un peu comme le sentiment de sécurité. Donc, on crée le sentiment de propreté avec le nettoyage. Le sentiment, avec la lumière, quand il y a la lumière, on a un sentiment de sécurité. Avec la question de la propreté, avec la question de la propreté, quand on nettoie, il y a le sentiment de propreté. Déjà, même si tu vois un déchet par terre et que tu vois 2 mètres plus loin un agent qui est en train de nettoyer, tu dis, ça, c'est en train d'être fait. Et c'est vrai, il y a des agents qui sont payés au quart en permanence sur certaines rues. L'une des communes, je pense que la commune la plus riche de France, par exemple, la commune de Neuilly-sur-Seine. Vous avez entendu parler? J'ai fait des études là-bas. La commune de Neuilly-sur-Seine, ce n'est pas une commune touristique. Je mens? Non, ouais, non, pas. C'est résidentiel. C'est une commune résidentielle et c'est la plus riche. Et d'ailleurs, la Covid-19 a bien montré la question des déchets sauvages, des déchets sauvages diffus, du littering. Comment ça? Avec les masques. Les masques étaient abandonnés partout. Partout, de taper masque Covid au Danemark, en Suède, au Japon, partout, on a jeté les masques par terre. Et à Neuilly-sur-Seine, on a jeté les masques par terre, partout. Et ils ont une brigade qui travaille 7 jours sur 7. Il n'y a pas un jour de repos. 7 jours sur 7 pour ramasser le littering et pour ramasser les crottes des chiens. Il y a 2 brigades, en fait. Une pour le littering, une pour les crottes des chiens. Et pendant la Covid-19, quand on a dit que les gens pouvaient marcher seulement sur 1 kilomètre, la ville a demandé des dérogations pour que leurs employés viennent ramasser. C'est-à-dire pour que les employés de la ville viennent ramasser derrière les gens dans cette commune résidentielle très, très riche. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on met en danger la santé de certaines personnes pour perpétuer un semblant de propreté, parce qu'on n'est même pas capable de faire face au fait que même dans la commune la plus riche de France, il y a du littering. Je dis aux gens, quelle est la durée de vie d'un déchet que je jette sur les Champs-Élysées ou que je jette à Saint-Denis? C'est-à-dire, si je jette un déchet aux Champs-Élysées, peut-être 1 heure de temps, c'est parti, on va enlever. Mais celui que je jette à Saint-Denis, il va rester combien de temps? Du coup, on a construit notre idée de propreté par le fait de nettoyer. D'ailleurs, en ce moment au Cameroun, je pense qu'ils sont en train de faire, ils le font régulièrement, le concours des villes propres, des quartiers propres, des choses comme ça. Et j'ai un ami qui accompagne ça, qui m'envoie les photos. J'ai dit, on ne doit pas dire que c'est le concours de la propreté, c'est le concours de nettoyage. Qui a le mieux nettoyé? Qui a mis les moyens pour nettoyer plutôt, en fait. Donc, alors que la propreté, c'est le fait d'éviter de salir. Moins en moins de personnes savent ce que c'est que prendre soin d'un espace. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire ma thèse de doctorat en Corse. Et la Corse m'a beaucoup apporté. Vraiment, j'étais dans plein d'associations là-bas, c'était magnifique. Oui, les Corses aiment la Corse. Mais est-ce qu'ils savent? Ce mot-là, ça veut dire quoi, aimer? Ça veut dire quoi, prendre soin? En Corse, comme dans la plupart des îles, on dit c'est les touristes qui salissent. C'est les touristes. Il y a même dans les pays d'Asie, il y a des auteurs qui l'ont écrit. Si tu tapes littering touriste Asie, partout là-bas, ils disent que c'est les touristes qui ont sali. Mais pendant la Covid, il n'y avait pas de touristes.
Mais c'était sale quand même. Aussi parce que souvent, que ce soit l'écorce ou n'importe qui, comme on a associé la propreté avec le fait de nettoyer, on va dire, c'est sale parce qu'on n'a pas nettoyé. On n'a pas nettoyé. Ce n'est pas sale parce que moi, j'ai jeté. Parce que comme on ne lui a pas appris que quand tu ne jettes pas, quand tu jettes pas par terre, tu participes à la propreté, ça, on ne le sait pas. On sait qu'on participe à la propreté quand on nettoie. Est-ce qu'on peut dire merci d'avoir participé à la propreté quand les gens jettent dans la poubelle? Non. Quand il nettoie, il sait qu'il participe à la propreté. Mais quand il jette dans la poubelle, est-ce qu'il sait qu'il participe à la propreté? Non, il ne le sait pas. Les gens qui jettent par terre, ils aiment la terre. Je peux vous assurer qu'ils aimeraient que ce soit propre. Ils voudraient, la plupart des gens voudraient que ce soit propre. Moi, quand je jetais par terre, je voulais que ce soit propre. Hein. Moi, je jetais par terre, je disais, oui, mais tu me demandes, et c'était un grand nettoyage, je nettoyais, et toujours encore, si j'ai rencontré une dame, on parlait de la question de la propreté, et elle disait vraiment, c'est sale, je ne comprends pas comment les gens... Après, je la vois, je dis son mégot, je dis, mais madame, on vient de parler tout à l'heure que c'était sale, pardon. Elle me dit, mais non, moi, je nettoie, hein. Faut pas me parler comme ça, hein. Moi, je nettoie. Et c'est vrai que la femme nettoyait. Elle habitait au 2e étage d'un immeuble et elle lavait de son 2e étage jusqu'en bas et elle avait mis des fleurs. C'était là où elle lavait et là où l'entreprise lavait, la différence, c'était le jour et la nuit. Ça me rappelle, bon, quand je parle de l'Algérie, désolée. Oui, vas-y, bien sûr. Tu sais, les Algériens, on a tout un nationalisme, là, c'est présent. Oui. C'est la terre. Mais là, tu vois les gens jeter partout, les dépotoirs à ciel ouvert, mais comme dans des lieux, je vous l'avais partagé, mais c'était devant la tombe de mon grand-père, face à la Méditerranée, un endroit magnifique, un endroit de recueillement, mais juste en bas, il y a un dépotoir. Puis tu te dis, mais comment ça, cette terre dont vous vous êtes battu, cette terre que vous avez tellement à cœur, que vous protégez, mais qu'après ça, sur des lieux de recueillement, il y a des dépotoirs, mais il n'y a pas de problème. Oui, on aime, mais après ça, l'action qui va suivre ne va pas du tout refléter ces valeurs profondes qui les animent. Au contraire, il y a comme une dissonance totale. Ça ne communique pas ensemble. Mais c'est là où, en fait, la question des déchets, il ne faut pas la prendre en dehors de la vie de tous les jours. Il ne faut pas créer des espaces pour la question des déchets. Non. Si tu sors la question des déchets en dehors de son contexte, je ne peux rien en faire. Un peu comme ce qu'on fait les ateliers dans les établissements scolaires. Moi, j'ai toujours refusé de faire ça. J'ai assisté pour voir ce que c'est. Mais j'ai refusé de faire des ateliers parce que c'est créer un moment artificiel pour parler des déchets. Si au moins, après avoir créé ce moment artificiel, après, on rentrait dans la vraie vie pour réfléchir à la question des déchets, mais c'est des one-shots. On va à l'abstraction sans vivre concrètement quand je vais au football, comment est-ce que je m'occupe des déchets, quand je fais telle chose, comment est-ce que dans toutes les activités que je fais, comment est-ce que je le fais, comment est-ce que j'y aille. Il faut que ça rentre dans les interstices de nos vies, de nos fonctionnements pour que ça ait un sens, en fait. Ça me rappelle vraiment une phrase. Je suis partie à plusieurs camps de jour et tout. Au Québec, on n'est pas parfait du tout, là, mais c'est la phrase, on se ramasse. Allez les enfants, on se ramasse, là. On est en pique-nique, on est assis. Puis au camp de jour, j'ai été animatrice, mais aussi petit enfant dans le camp de jour. Puis cette phrase-là, c'était pas une phrase, c'était partie intégrante de la journée, c'était totalement normal. Puis j'en ai ramassé des pots de yogourt d'enfants. Il y avait quand même cette phrase toujours, on se ramasse, on a fini le lunch, ok, ben on se ramasse, let's go, on va mettre nos choses dans la poubelle et on va faire on était même en mode tri, ok, c'est quoi qui va dans le recyclage et tout. Puis il y en avait même un compost, ce qui est incroyable, parce qu'on est toujours de Saint-Constant. Mais en tout cas, ça pour dire que quand tu dis faire partie intégrante, que c'est pas juste un atelier qu'on va séparer, comme tu dis, c'est holistique, là, on l'intègre dans nos actions de tous les jours, c'est là que ça résonne, j'ai l'impression que c'est là que ça va vraiment avoir un effet. Parce que oui, tout à fait. C'est bien intégré. Tout à fait. Mais justement, je suis à la recherche des espaces qui sont disponibles, qui sont prêts à se regarder et à regarder ensemble comment fonctionner. Je veux dire, j'ai vu ça beaucoup en Corse, où on fait un événement dans l'espace public, on ramasse.
Moi, je ne vois pas ça à Paris, je ne vois pas ça à Pantin, je ne vois pas ça qu'après on ramasse derrière soi. Parce que le grand message, c'est que c'est un manque de respect au bien commun, au milieu commun de vie dans lequel on partage, mais aussi à cette terre qu'on veut préserver, et que c'est aussi mauvais pour notre santé. Ramener un peu cette responsabilité et ce respect, le mot respect, c'est tout à fait à sa place. C'est le respect des personnes et des objets, de respect des choses, en fait. Et ce respect, j'avais lu un jour un ouvrage ou une déclaration de quelqu'un qui le disait en disant quand on demande aux gens de respecter les animaux, c'est en fait c'est une étape pour les amener à respecter l'humain. C'est-à-dire que si je m'entraîne à aimer, à être attentif aux animaux, si je m'entraîne à être attentif aux objets, je saurai comment être attentif aux êtres humains. Donc, la société se nourrit de cette attention que les gens vont apporter à leurs déchets. Et là où les gens sont attentifs à l'environnement, attentifs aux animaux, il y a plus de sérénité. C'est une proposition d'essai, expérimentation. Parce que l'idée, c'est ça, il faut qu'on essaye d'expérimenter ce qu'il en est. Tu disais, dis-moi ce que tu jettes, je te dirai ce que tu es. Qui tu es. C'est même pas moi qui ai dit ça, il y a un auteur qui l'a écrit. Oui, mais c'est toi qui m'as dit ça, c'est pour ça que... Oui, c'est moi qui t'ai dit ça, mais il y a un auteur qui a dit, et d'ailleurs, il y a Victor Hugo qui le disait, même avant, en disant, le déchet n'est pas menteur, en disant que les sociologues doivent avoir pour laboratoire les égouts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement parler aux gens, il faut aller vers les égouts pour voir ce qu'il en est. Parce que la personne peut te dire une chose et ça ne correspond pas aux égouts. Il peut te dire, j'ai mangé du saumon ou je ne sais pas quoi. Tu dis, regarde dans sa poubelle, tu n'as pas vu la trace de saumon, j'ai plutôt vu les spaghettis, plutôt vu les sardines. Il y a beaucoup de gens qui veulent bien parler des déchets, mais ne pas tout regarder dans leur poubelle. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Il y a un tabou là, ça s'arrête là. On parle des déchets. C'est mon intimité. Oui, voilà. C'est mon intimité. Et il y a des gens qui ne jettent pas les déchets devant chez eux. Hein. Il y a des gens qui ont un attachement à leur reste. Ils sont conscients que leur reste les reflète et ils ne veulent pas que ce soit vu. Simon Paré-Poupard en parle dans son livre. On va d'ailleurs le recevoir pour le prochain épisode. Voilà. Il en parle dans son livre, effectivement. C'est que les gens sont mal à l'aise avec leurs déchets. C'est-à-dire, tu dis, on ne va pas ramasser les poubelles. Ah, on ne va pas ramasser les poubelles. Ah, cette semaine, je vais rester encore avec ces poubelles-là. On est mal à l'aise avec nos poubelles. Parce qu'on nous a appris à juste les rejeter. On ne nous a pas appris à leur donner leur place. On ne nous a pas appris à les connaître. Parce que quand tu les connais, quand tu sais que oui, j'ai quelque chose qui va pourrir, bon, si je couvre comme ça, si je fais comme ça, tu as une sérénité avec les déchets. Donc, je propose quelque chose qui apporte la sérénité à la population dans le rapport à la gestion des déchets. Dans le nouveau paradigme, il y aurait aussi des visites des centres de tri, des centres de déchets, de tout en fait, connaître de A à Z le processus pour pas se dire une fois que ça c'est sorti de chez nous, c'est bon, c'est plus du tout, c'est plus notre problème, c'est plus à nous, ça nous représente plus, c'est juste, c'est à la ville de gérer ça, je paye mes impôts et tout va bien. Ouais, ça disparaît par magie. C'est ça, pouf, ouais, exactement. Il est plus là. Vraiment connaître tout le processus, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais visité un centre de tri, je sais pas où est-ce qu'il va, j'essaie de mettre mon verre et mon carton, et encore ça c'est une aberration de mettre le verre et le carton ensemble, mais je le mets dans mon sac et ensuite je me dis bon bah ça va être géré, j'ai fait déjà ma partie du truc qui a été triée, après ce sera à eux de gérer le reste, et je sais qu'ils vont pas très bien entre guillemets le faire parce que les ressources sont pas toujours là pour que, on a trop de déchets, on n'arrivera pas de toute façon à tous les recycler. Mais ouais, je me dis, allez, j'ai fait ma part, c'est bon, maintenant ça part à la ville, quoi. Alors que ce serait cool de pouvoir carrément aller au-delà et connaître même toutes les étapes après et que je me rende vraiment compte que, bah, en fait, mon carton, peut-être que la prochaine fois, je dessinerai dessus parce que vaudrait mieux que je le recycle à ma propre échelle parce que... Quand on parle de démarche d'éducation et de gestion des déchets, il y a 15 règles que j'ai définies. Il y en a certainement plus d'autres, mais j'ai défini 15 règles. Et la première des règles, la plus importante, qui peut arriver qui peut entraîner les autres règles si celle-là est respectée, c'est l'effet maître. C'est-à-dire que c'est l'impact du comportement du maître
sur les apprenants. C'est une règle qui a été définie dans le cadre de l'éducation scolaire, mais qui est valable dans toutes les éducations. Donc, qui est le maître dans cette situation? Dans cette situation, ce sont les prescripteurs. Ceux qui prescrivent, ceux qui disent que les déchets doivent être en économie circulaire, tout ça. Les prescripteurs, c'est qui? C'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement. D'abord, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ensuite, les gouvernements. Quand on descend, les ministères de l'environnement, les villes, tous ces personnes qui sont partie prenante de cette démarche ou qui pourraient même punir, parce que normalement, la police, elle a le droit de te donner un ticket si tu jettes par terre. Donc, du coup, elle est partie prenante. Et même le palais de justice, ils ont le droit de te condamner à quelque chose si tu ne respectes pas le règlement municipal qui dit qu'il ne faut pas faire d'une certaine façon. Donc, toutes ces organisations sont des maîtres. Mais, je suis désolée, dans toutes ces organisations, les individus qui sont dans ces organisations, il n'y a pas d'attente les concernant pour qu'ils aient un bon comportement en ce qui concerne les déchets. Oui, c'est vrai que ça fait un peu enfantin. Et ça. Non, quand je dis les maîtres, je dis, et quand je cite le Programme des Nations Unies pour l'environnement, en fait, c'est lui le prescripteur. C'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui dit que l'environnement est pollué, c'est grave, il faut sauver la Terre. Et nos gouvernements sont assujettis même aux recommandations du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Par exemple, le fait qu'on doit enlever les biodéchets dans nos déchets ménagers, ça a été décidé par le Programme des Nations Unies qui demande aux pays de signer. Les pays ont signé, et notamment l'Union européenne. C'est une loi européenne pour qu'on fasse le tri des biodéchets, qu'on fasse ceci, c'est une loi. Donc, quand je dis les maîtres, je dis que ceux qui prescrivent. Ton voisin ne prescrit pas, il a une relation qu'il veut avoir avec. Mais celui qui a prescrit, ceux qui ont notre argent, ceux qui gouvernent sur cette question-là, c'est de ça que je parle. Les mairies font des arrêtés contre l'abandon des déchets. C'est eux les maîtres. Et c'est bien écrit. Moi, j'ai plus étudié la loi française et les ramifications, mais je pense que ça doit être à peu près pareil ici. C'est bien écrit que si tu abandonnes tes déchets d'une certaine façon, la police peut te donner les amendes. Et d'ailleurs, il y a à un moment donné la mairesse de Paris qui a dit qu'elle avait mis à disposition 3200 agents qui pouvaient donner des contraventions aux personnes qui jetaient les mégots par terre. Mais j'aimerais savoir si les 3200 personnes, eux-mêmes, ne jettent pas les mégots par terre. C'est de ça que je parle, en fait. Parce que même moi, dans mon accompagnement à la formation des ambassadeurs de tri, j'ai vu des ambassadeurs de tri jeter le mégot par terre. Donc, c'est ça que je veux par là dire. Je veux dire que ces personnes-là ont une responsabilité publique, si tu veux. Ils ont une responsabilité éthique. Ils ont des salaires qui sont payés et leurs organisations ont pour mission de nous entraîner tous dans la question d'une bonne gestion des déchets. Et c'est pas normal. C'est un peu comme si on disait à quelqu'un qui ne sait pas jouer au tennis d'aller apprendre à jouer au tennis aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, en fait, que je le dis. Donc, ça, par exemple, quand tu as fait un chemin, tu peux mieux comprendre. Un peu comme les entraîneurs sportifs. Toi, tu dis, OK, je vais faire il te voit faire, tu dis, je vais faire 10 km. Il dit, non, toi, tu ne peux pas faire 10 km. Bon, fais 2 km, après on verra. Parce que il connaît. L'entraîneur sportif connaît. Donc, il y a des erreurs qui sont commises parce que les prescripteurs ne sont pas eux-mêmes pratiquants. Il faut que les prescripteurs, tout le monde, soient pratiquants. Quand ils sont pratiquants, ils font moins d'erreurs et ils méprisent moins le comportement des gens. Ils ne diront plus, comme je vois dans les belles publicités, trier c'est facile, composter c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est un acharnement en fonction de son niveau. On ne dira plus ça, on ne peut pas dire à quelqu'un faire 2 km c'est facile.
l'effet maître, c'est vraiment parce qu'on parle de déconnexion. La déconnexion des gens qui décident. On est en plein dedans. Ils ne sont pas connectés. Plus tu es haut dans la hiérarchie, moins tu gères tes déchets. On peut penser que le directeur d'une entreprise, il ne voit même pas les déchets. Oui. Moins tu es en contact véritable avec les déchets. Alors que si tu es serveuse, tu es en contact avec les déchets, tu es vendeuse, la seule vendeuse, tu t'occupes un peu de ménage. Dans ton emploi, il y a le ménage dedans. Tu sors les poubelles, des choses comme ça. Donc, plus tu es haut, moins tu as le contact avec les déchets. Et souvent, c'est haut que les gens décident et sont déconnectés. Et si ces personnes-là, eux, dans leur vie personnelle, ne font pas ce qu'ils ont à faire, c'est totalement normal qu'on se retrouve avec la tête du wagon qui est partie et le reste est là, en fait. J'ai en tête aussi, durant la COVID, où est-ce que les dirigeants politiques étaient très surveillés sur le port du masque, par exemple, sur la distanciation sociale. Puis dès qu'il y avait un petit... Ça glissait un petit peu et qu'ils ne respectaient pas, là, c'était la... Tout le monde était... comment dire, ça se soulevait, on peut dire. C'est comme, comment ça, vous nous dites de faire ça, mais que vous le faites même pas. Il y a une espèce de... Ça perd comment dire, le message perd sa valeur. Tout à fait. Puis c'est là que on perd des gens, j'ai l'impression, dans ce combat. L'une des choses que j'ai observées par rapport à la question des déchets, c'est que alors que c'est un objet, tout ce qu'il y a de plus démocratique. Dès qu'un enfant s'est détaché un chewing-gum, un emballage, dès qu'il le peut détacher, il est producteur. Si tu détaches à un donné, c'est toi qui le produis pour le donner, mais quand il le détache, là, il produit le déchet. Et je me suis rendue à quel point c'est pas du tout démocratique, la gestion des déchets, alors que nous sommes tous partie prenante de la question. Ça se joue entre les élus et le secteur privé, privé capitaliste. Ces entreprises existent parce qu'elles ont des subventions pour les équipements et tout ce que tu veux. Et après, c'est décidé uniquement par les élus et par les entreprises. Et les populations sont là en obéissance, en fait. En obéissance. À aucun moment donné, on ne pose la question aux populations. Comment est-ce que ça se passe? Comment ça devrait se passer? Et puis, on n'a même pas accès. De mon point de vue, les populations devraient pouvoir avoir accès. Et puis, certaines activités que l'on trouverait trop chères à être payées, les personnes devraient pouvoir apporter leur travail. C'est-à-dire pas seulement le clean-up, les corvées. Hein. Non. Les corvées, c'est toujours en dehors. Je veux dire, par exemple, pour bien trier les déchets ou certaines de ces choses, dire que, bon, OK, là, il ferait, par exemple, 2000 heures de travail. Pour ça, est-ce qu'il y a des populations qui pourraient venir donner 2000 heures de travail? Et à condition, effectivement, que les entreprises ne soient pas des entreprises qui gagnent l'argent, mais peut-être des OBNL qui gèrent ces déchets-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment non démocratique. Quand je demande aux gens de jouer leur partition, c'est-à-dire de faire ce qu'ils ont à faire, de gérer leur rapport avec leurs déchets, c'est le moyen le plus sûr de passer à l'étape d'après, qui est d'avoir son mot à dire sur ce qui se passe. Parce que pendant ce temps, on paye ces entreprises pour faire disparaître les déchets devant nous, pour éloigner les déchets de nous, lesquels déchets nous reviennent ils nous polluent. Parce que ce soit l'enfouissement, on est en train de prendre les terres arables, on prend les terres pour enfouir, on enfouit parce que c'est mal trié, on enfouit, tout ça. Que ce soit l'enfouissement ou l'incinération, on est pollué à la fin. Donc, on paye pour être pollué. Donc, sur ce point, les populations doivent mieux savoir les choses. Je dis, oui, effectivement, il faut qu'elles jouent leur partition, qu'il faut qu'elles sachent ce qui se passe et qu'elles réclament de ne pas être des payeurs non impliqués, mais de se positionner comme des personnes qui sont impliquées parce que c'est elles qui payent. C'est quand on écoute le citoyen seulement quand il est énervé, seulement quand il y a des revendications. Sinon, il n'y a pas de place, vraiment. Et même là, quand il y a des revendications, la place peut être... en tout cas, ne pas être accordée. Il y a un auteur qui a écrit « La citoyenneté empêchée ».
Quand le résultat n'est pas bon, c'est là où je suis obligée de ne pas être fainéante. Parce qu'en fonction du résultat, on dit si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, tu changes ce que tu sèmes. Dans cette situation-ci, nous avons l'obligation de mieux savoir ce qui se passe. Et pas seulement pas pour la revendication. La revendication, moi, je ne suis pas pour la revendication. Non, pas du tout. L'idée, c'est de se demander, de faire table rase, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? C'est tout ce que je demande. Je suis en train de chercher, j'essaie de voir avec les gens qui ont envie de faire quelque chose, de bouger d'abord eux-mêmes d'abord, parce que se bouger soi-même, c'est très compliqué, en faisant des actions insignifiantes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est insignifiant. On additionne les insignifiants, ça devient signifiant. Donc, c'est un peu dans cette démarche-là que j'essaie de me positionner pour qu'on essaye de nous sauver, hein, parce que ce n'est pas la planète qu'on va sauver, hein, c'est nous. La planète, elle n'en a rien à faire si on n'est pas là. C'est nous. Comment est-ce qu'on pourrait réconcilier notre rapport à nos déchets? Dans mon dernier cours, j'ai parlé des 4 compétences utiles pour tous les êtres humains. Parce que, notamment à l'Union européenne, ils ont défini 8 compétences pour les citoyens européens. Ils ont dit, un citoyen européen, pour qu'il s'en sorte, qu'il soit bien, il faut qu'il s'en sorte sur le digital, il s'en sorte sur le numérique, il soit alphabétisé. Ça, c'est récemment qu'ils ont rajouté ça, il soit alphabétisé, il sache lire et écrire et tout ça. Et nulle part, ce n'est écrit qu'il faut que le citoyen sache prendre soin de son environnement. J'ai défini 4 compétences essentielles. La première compétence, c'est le non-littering. La première. Parce que c'est une question de paysage. Un endroit n'est pas propre parce qu'il n'y a pas de déchets. Il est propre parce que les déchets sont dans la poubelle. Il y a bien les déchets, mais ils sont quelque part. Donc, sur le plan du paysage, on les a mis là où il faut. Et la deuxième chose, je l'ai dit, la deuxième compétence, c'est justement le compostage des déchets ménagers et des matières fécales. Voilà ma deuxième compétence. C'est-à-dire que tout le monde, dans le monde entier, tout le monde est capable de ça. Tout le monde peut. Et tout le monde doit le savoir, même les ultra-urbains. Demain matin, tu peux te retrouver dans un endroit dans la nature. Tu peux aller en vacances, tu peux avoir une maison secondaire. Il faut que tu sois équipé de la compétence de compostage. Tu n'as peut-être pas d'espace pour le faire, mais là où toi, tu peux le faire, tu le feras. Parce que ça s'est vu. J'ai vu des citadins arriver dans des villages. Ils ont pris une maison à l'écart et tout pour être à l'aise. Mais ils mélangent tout. Ils ont un grand jardin, mais ils ne compostent pas. Ils n'ont jamais composté. Alors qu'on parle de la question de l'eau est rare et tout ça, attends, les toilettes sèches, il y a quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat dessus en disant que ce n'est pas normal. Parce que quand on met les excréments dans l'eau, on disperse les maladies, on disperse le problème. Alors que quand on fait la toilette sèche, on confine. Avec de la terre, des compots de bois. Mais j'ai assisté à tellement d'événements sur l'eau, mais il y a un tabou. Les gens, il y a un tabou, on ne parle pas de ça. Moi, dans mon village, les gens ont construit avec des chasses d'eau. On est sur une montagne, il n'y a pas d'eau. Mais il faut la chasse d'eau. Mais personne n'est au courant, même l'information suivant laquelle il peut faire les toilettes sèches, ça n'existe pas. Et puis, c'est devenu archaïque. Et même, justement, c'est là où j'en reviens à l'effet maître. Est-ce que les gens du programme Nations Unies pour l'environnement, les employés de là-bas qui ont des salaires décents, qui ont des possibilités, qui ont des villas, qui ont des endroits où ils peuvent avoir les toilettes, est-ce qu'ils les ont? Est-ce qu'ils les ont? Est-ce que dans les ministères des pays, est-ce que les gens qui peuvent avoir, même ne seulement les toilettes, c'est même seulement le compostage, est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'ils les ont? Tu n'as rien à faire. Tu as à mettre de côté ça, et puis en fonction de ton niveau, de tes compétences, tu apprends à composter. Et je pense que ces 2 compétences-là, ne pas jeter par terre, composter ces matières biodégradables et fécales. La 3e compétence, c'est intégrer ces déchets dans le circuit de sa prise en charge.
cette troisième compétence est liée à des connaissances précises à avoir. La connaissance précise que la personne doit avoir, c'est qu'il doit savoir que le déchet qu'il a produit, s'il le brûle, il ne le fait pas disparaître. Il le transforme en quelque chose de plus dangereux, en des gaz. Et il pollue le sol, il pollue l'air et tout ça. S'il le met dans l'eau, il pollue l'eau, il imperméabilise le sol. S'il enfuit, il pollue le sol, il machin, truc. Donc, il doit d'abord le savoir. Parce que quand il le sait, il fait ce qu'il faut pour intégrer ces déchets dans le circuit de sa prise en charge. Ce sera au mieux recyclé, au pire enfoui, mais au moins ce sera dans le circuit de la prise en charge. La quatrième compétence, ce sont toutes les activités qui permettent la réduction, la valorisation et l'allongement de la durée de vie des déchets. Voilà la quatrième compétence. C'est souvent celle-là dont on parle en premier, alors qu'en fait, il faut d'abord que la personne fasse le non-littering, fasse ses autres activités avant d'arriver à la réduction et à l'allongement. Je ne vais pas dire que quand la personne fait le littering, il ne faut pas lui parler de l'allongement. Non. Il faut que la personne sache quels sont les niveaux primaires pour les combler et progresser dans les autres, en fait. C'est un peu cette organisation didacticielle que je voudrais mettre en place, que je voudrais expérimenter pour apaiser les relations entre les hommes et leurs déchets. Okay, ça me rappelle une anecdote. Ma grand-mère, que j'adore, elle a toujours fait du compost. Pour elle, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Tout est dans le jardin, tout est réutilisé. Il n'y a pas de déchets vraiment. Le mot déchet était... Mais non, on va le réutiliser pour faire d'autres choses. Puis justement, ça a été perdu à travers les générations. Où est-ce qu'aujourd'hui, mes cousins ne font pas de compost. Puis en Kabylie, il y en a qui vont faire du compost, mais il y a pas de... C'est pas... Mon oncle, par exemple, c'était quelque chose qu'on discutait ensemble, puis on était en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va créer ça. Il m'a dit, reviens, et c'est toi qui vas le faire. J'ai dit, bon, d'accord, je vais revenir. Et justement, qu'est-ce que tu aurais à dire comme mot de la fin par rapport à ça, par rapport à toutes ces générations qui ont fait déjà du compost ou qui n'ont jamais fait, comment... Et juste dans la gestion du déchet et aussi la relation avec le déchet. Moi, j'ai fait des études pour m'apaiser moi-même, déjà. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, tu es en ébullition, tu ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas ci, comment. Mais en analysant la question, j'ai mieux compris ce qui se passait. Je pense avoir mieux compris ce qui se passait. Et aussi, en lisant les auteurs, il y a un auteur qui a écrit un ouvrage, « La société contre nature ». Les gens ont peur de la nature, ils ne la connaissent pas. On en a peur. On ne l'a pas expérimenté. Comment veut-on que les gens qui n'ont pas expérimenté les choses puissent être apaisés par rapport au compost? Tout ce que les gens savent du compost ou du déchet biodégradable, c'est que ça pue. C'est tout ce qu'ils savent. Il faut s'en éloigner le plus vite possible. Et c'est perçu comme très archaïque. Et c'est perçu... Déjà, on a tout monétisé. On va te demander, tu le fais, est-ce que ça te rapporte l'argent? Est-ce que ce machin, tu vas faire quoi avec? On se pose toutes ces questions-là de l'utilité. En fonction de l'utilité, tu peux acheter ça en jardinerie. Je connais des gens qui, au lieu de faire du compostage, préféraient acheter du terreau en jardinerie. Moi, je parle des toilettes sèches parce que je l'ai expérimenté en Finlande. J'étais avec des volontaires finnois qui étaient venus au Cameroun dans mon association que j'avais créée au Cameroun. Et quand je suis arrivée en France pour les études, je suis allée là-bas, je suis allée à Helsinki, dans la ville, dans l'immeuble où ils avaient les toilettes normales comme tout le monde. Et après, ils m'ont amenée dans leur maison secondaire, si tu veux. Et dans cette maison secondaire, alors que c'était à côté, en Finlande, si tu regardes la carte de la Finlande, il y a de l'eau partout. Il y a beaucoup d'eau. Alors qu'on avait de l'eau juste devant, là, et plein d'eau, ils avaient des toilettes sèches. Et ils utilisaient les toilettes sèches. Et j'ai expérimenté les toilettes sèches. Et c'est ça qui m'amène à me poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas expérimenter cela aux gens? Est-ce qu'il y a un centre, quand on veut faire du sport,
Il y a des centres pour le sport, non? Il y a un centre pour éduquer les gens, pour que les gens expérimentent l'environnement, ça existe. Et on pense juste qu'il faut informer les gens. On paye des millions d'euros, des millions de dollars pour informer les gens, pour faire des beaux discours, pour faire des belles choses. On oublie de payer, de payer l'expérimentation, que les gens expérimentent les toilettes sèches, qu'ils expérimentent des choses, qu'ils vivent, qu'ils se rendent compte effectivement ce que c'est que trier ces déchets, ce que c'est que faire telle ou telle chose. Donc, de mon point de vue, il faut de toute façon retourner à l'éducation, parce que l'éducation, c'est l'expérimentation, en fait. Donc, c'est vers ça qu'il faut que nous essayons d'aller, vers l'expérimentation de la question de la gestion des déchets, pour que les gens soient apaisés. Comme moi, j'ai pu l'être en y réfléchissant. Pour soigner notre éco-anxiété, parce que quand on est conscient, il y a au moins ça d'accessible que tu peux utiliser. Si tu n'as pas ça d'accessible, c'est là où tu es vraiment malade, en fait. Donc, pour nous soigner de ce qu'on fait à notre terre, il faut qu'on expérimente et qu'on équipe les gens pour qu'ils gèrent mieux les déchets pour être apaisés, en fait. C'est ça mon mot de la fin. Merci beaucoup, Blandine, pour cette belle entrevue. On est très reconnaissante. Merci infiniment pour l'invitation. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans un prochain épisode de notre série en 2 parties où l'on s'entretient avec des penseurs et des penseuses qui requestionnent notre rapport aux déchets. Dans le prochain épisode, on interroge Simon Paré-Poupard, auteur du livre à succès Ordures, qui retrace son expérience en tant que vidangeur. À bientôt!